Et ben voilà. Alors Eh ben, bonjour bonjour. Christine. Alors nous avons Christine Alcouf avec nous en interview pour le journal du stratège du Pour cercle. Journal du Stratège, nous avons Xavier Jacus, fondateur et rédacteur en chef. Et puis donc moi je suis Stéphanie Prin, voilà, des rencontres ludiques de Lyon avec la superbe affiche que nous avait illustrée Christine Alcouf. Et les rencontres ludiques de Lyon, c'était ce week-end 18 et 19 avril de Lyon, voilà, à Lyon. Et comme nous ne pouvons pas le faire avec ce cher petit virus, eh bien à la place, nous faisons des rencontres ludiques virtuelles depuis cette semaine. Voilà. Il y a eu beaucoup de boutiques et d'exposants qui ont participé sur le Facebook. Et là, nous nous consacrons donc aujourd'hui à Christine Alcouf pour l'illustration. Voilà. Bon, ben, ça serait une première. Alors, tu veux commencer, Xavier? Tu veux ou c'est moi qui commence comme tu veux? Mais moi, c'est égal. Moi, alors moi, je découvre, je ne connaissais pas Christine, et je vais faire Monsieur Jourdain qui n'y connaît rien et qui va demander un petit peu comment les choses se passent. Alors, je m'intéresse à ça parce que, ayant longtemps tenu des fanzines et puis des revues faites par des semi-pros, en fait, hein, tout était fait avec de l'enthousiasme du cœur, mais sans beaucoup de professionnalisme. On n'a jamais fait appel à des illustrateurs, des illustratrices, et donc j'aurais tendance à te poser la question, alors, en quoi consiste le métier d'illustrateur, d'illustratrice? Bon, on sait bien que c'est bien, c'est dessiner quelque chose, mais j'imagine qu'il y a des commandes spécifiques des clients, ça ne se fait pas n'importe comment, enfin, il y a des contraintes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors il y a plusieurs façons de travailler. De manière générale, il y a soit des travaux de commande, effectivement, où on va être contacté, ou en général, on va être contacté par un client qu'on aura éventuellement démarché au préalable, mais qui va nous confier une mission parce qu'il a vu ce qu'on fait, il a vu un book, il aime bien la façon de travailler. Et dans ces cas-là, il y a un cahier des charges qui est quand même assez détaillé la plupart du temps, avec des contraintes de nombre d'illustrations, de format d'illustration, de public auquel cette œuvre va s'adresser. Dans le cadre d'un jeu de société, on va avoir des publics plus ou moins familiaux, ou experts, ou enfants. Donc ça, c'est des choses qu'on doit connaître et prendre en compte, évidemment. Et d'autre part, il y a des illustrateurs aussi qui vont monter des projets, soit en collaboration avec un auteur de texte, soit des projets uniquement graphiques. Et dans ce cas-là, aller avec le projet à la rencontre d'un éditeur pour le faire éditer éventuellement, ou même avec des galeries, auquel cas le travail entre illustrateur et peintre, ça peut aussi être la même personne qui le fait, etc. Donc voilà, il y a ces deux façons de travailler. Moi, en règle générale, c'est quasiment que des travaux de commande. D'accord, donc des commandes, mais tu peux aussi aller offrir ton travail. Et il y a effectivement le partenariat, parce on connaît ses clients, entre guillemets, et donc, fois quand ils ont une idée, ils t'en parlent, et puis ça évolue, ça suit son cours, quoi. Oui, voilà. La plupart du temps, on va proposer un book qui reprend nos travaux, soit édités et publiés, soit des œuvres personnelles aussi, Mhm. qu'on fait pour nous, ou pour de la promotion, ou pour animer les réseaux sociaux et tout ça, mais en gros qu'on a initié par nous-mêmes. On présente ça à un professionnel, un diffuseur, et au moment où il a un projet, enfin pour peu qu'il aime bien ce qu'on fait, au moment où il a un projet qui correspond un petit peu à ce style-là, en général, les éditeurs ont des banques de données d'illustrateurs en disant « Ah bah tiens, lui, je lui ferai appel quand j'aurai un jeu ou un livre qui a besoin de tel type d'image. » Oui, donc ça, c'est encore une autre manière de travailler, c'est tu te crées un univers avec ton style propre au niveau graphique et autres, et puis tu le présentes, et quand le jour où ils en ont besoin, ils prennent et puis ils te demandent de développer, quoi. Oui, oui, ça arrive. D'accord, ça je comprends beaucoup mieux parce que c'est un peu comme ça que je fonctionnais également avec les écrivains. Je Ouais. leur disais, vous écrivez ce qu'il vous semble intéressant d'écrire au niveau de l'histoire, et puis ensuite, quand on aura besoin, on fera un dossier, on développera quelque chose. Donc là, je commence à me repérer. À toi, Stéphanie, de poser des questions.
Alors moi, je vais revenir sur la petite affiche là des rencontres ludiques. Donc Christine avait dit qu'elle venait les dédicacer aux rencontres ludiques de Lyon. Alors nous avons la nouvelle date, ça y est, elle est Ouais. arrivée. Oui, ce sera le 12 et 13 décembre. Donc on espère que tu pourras être disponible à nouveau. Et ben, je vais le noter et je vous dirai ça dès que j'aurai pu vérifier sur mon agenda. Voilà, et donc on avait fait passer l'appel aux bénévoles qui avaient distribué les flyers, les affiches, de surtout pas jeter ce qui restait, de bien les garder, soit pour être distribués pour les bénévoles qui avaient bien gentiment distribué tout ça, soit pour les faire dédicacer sur place, comme on avait dit, Christine. Alors sur cette affiche, est-ce que tu te souviens quel était le petit cahier des charges qui avait été demandé par la Fagira pour les rencontres ludiques? Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qu'on avait dit au départ pour lancer l'affiche? À la base, il y avait en souvenir l'affiche qui avait été réalisée il y a 2 ans pour les rencontres ludiques déjà. Et du coup, le principal élément que j'avais, c'était de devoir sentir l'affiliation entre les 2 affiches, de partir de cet univers-là qui avait été créé par l'illustrateur pour aller vers quelque chose qui reprenne ces codes-là en étant quand même différent pour pas faire 2 fois la même chose. Mais ça explique le fait que dans les 2 cas, il y a une présence du ciel qui est très importante, avec une composition qui laisse une large place au ciel, un arrière-plan avec la ville de Lyon pour ancrer localement le festival et qu'on comprenne, enfin que les Lyonnais se repèrent par rapport à leur ville, et ce personnage qui fait des bulles avec des éléments de jeu à l'intérieur. Et donc c'était ça l'élément central. Eh oui, c'est ça. Alors j'ai réussi à retrouver l'ancienne affiche que j'avais gardée en flyer. Je vais les mettre un petit peu côte à côte. Et à la base, la première année que ça avait été fait, je crois que c'était une reine de cœur. Et puis donc l'équipe avait dit on préférera changer de personnage. Et donc de reine de cœur en 2017, c'était l'illustrateur du jeu Wopono qui nous l'avait fait. Voilà. Et donc, on avait dit voilà, qu'on voulait garder une continuité, effectivement, mais en allant pour celle-ci, pour la nouvelle affiche, vers un public un peu plus familial et en changeant le personnage. Et je crois que c'était Sonia Smash chez nous qui avait dit que la fée lui plaisait bien, je crois. Tout à fait. Avec les petites bulles qui étaient à garder. Et alors, ce que j'avais trouvé très, très mignon, c'était la petite baguette ici. Voilà. Qui, au bout de la baguette de fée, tient un petit dé de jeu de rôle, un petit dé 20, je crois, c'est ça? C'est ça. C'est le petit clin d'œil gamer de l'affiche. Et alors, est-ce que tu arrives souvent à cacher des petites choses comme ça sur les affiches et sur tes dessins? Parce que c'est vrai que ça ne se voit pas tout de suite au premier abord, mais c'est très sympathique. En caché, non, mais il n'y avait pas forcément une volonté de cacher, ça reste quelque chose d'assez central. Après, d'avoir des éléments qui apparaissent en première lecture et d'autres en deuxième lecture, oui, un petit peu. Mais après, il n'y a pas spécialement de volonté de cacher des choses ou de faire des surprises. Voilà, c'est pas dans cette démarche-là, c'est juste d'essayer de dire ah oui, de toute façon, dans les bulles, qu'est-ce que je vais reconnaître aussi comme jeu? Est-ce que ça va me parler? C'est en ce sens-là, parce qu'évidemment, quand on pose simplement un meeple, il y aura les gens qui se diront oh, bah, c'est un pion, et il y aura les gens qui se diront ah oui, Catan. Et c'est pas du tout la même chose selon la personne qui le regarde et ce qu'il va pouvoir y lire aussi. Alors, pour la petite histoire, on avait voulu mettre le jeu des loups-garous ici. Et donc, c'était en hommage notamment à un des bénévoles de la Fagira, qu'on salue ce soir, qui a longtemps été sur les festivals de la Fagira sur Lyon et qui faisait tout le temps jouer tout le monde au jeu du loup-garou. Il installait les tables, les chaises en rond et tout le monde jouait. Alors depuis, d'autres ont pris le relais et le font encore, mais depuis quelques temps, on ne le voyait plus parce que malheureusement, il a eu un cancer et puis il est décédé. Voilà. Mais c'était un hommage voilà, à tout ce travail qu'il avait fait, parce qu'on n'imaginait plus faire un événement Fagira sans le jeu du loup-garou joué quelque part. Voilà. Alors, et sur l'histoire de l'affiche, je reviens une dernière fois. Ici, c'est une ancienne affiche parce qu'on ne voyait pas encore le logo de la radio RFM qui s'est joint à nous après. Donc, en plus du travail de notre illustratrice, il y a aussi tout le travail de Laetitia qui, à la Fagira, fait la partie écrite, qui rajoute les logos, etc. Voilà. Bon, on reviendra sur le travail de Laetitia une autre fois. Aujourd'hui, on s'occupe de Christine. Voilà. À toi, Xavier.
Ben, je vous entendais parler de dédicace. La dédicace, est-ce que ça prend beaucoup de temps par rapport au reste de ton travail? Ah, en proportion, tu veux dire? Oui, en Euh, proportion, oui, oui. non, très peu, parce que j'en fais vraiment pas très souvent. J'en fais, maintenant que je travaille essentiellement pour du jeu de société, j'en fais uniquement en salon de jeux de société, donc soit quand je vais de manière informelle à un événement et que j'en profite pour signer une ou deux boîtes dans un coin de table, donc dans ce cas-là, c'est pas très très organisé. Mais au Festival international du jeu à Cannes, je le fais, à Essen, je le fais. Pour peu qu'il y ait un éditeur qui organise des séances de signature sur son stand, ce qui n'est pas systématique non plus, mais quand il est intéressé, en général, je dis oui. Et non, non, c'est infinitésimal hein, dans mon travail. D'accord. Parce que les joueurs, puisque tu illustres pas mal de jeux ou de matériel pédagogique ou ludique, les joueurs sont en général collectionneurs. Donc c'est sûr qu'une dédicace, ils sont aux anges, quoi, tout de suite. Ça dépend vraiment des publics, hein. C'est vrai que les gens qui vont en salon, c'est déjà des gens qui sont assez passionnés et qui ont plus de chances d'être intéressés aussi pour avoir des dessins dans leur boîte. Mais sur l'ensemble des gens qui jouent en bar et jeux et tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent pas du tout les noms des illustrateurs et qui s'en fichent beaucoup. Du coup, des fois, on redescend un petit peu de cette petite bulle où les gens sont intéressés par l'illustration et où on sent qu'il y a un intérêt pour ça. Et des fois, on se rend bien compte que la moyenne s'en fiche un petit peu. Ah oui, d'accord. Alors ça m'amène tout naturellement comment dirais-je, à l'organisation de ton travail. Oui. Parce que tout à l'heure, Stéphanie disait, il y a une personne qui est intervenue sur ton travail. Alors, en général, les artistes n'aiment pas trop qu'on intervienne sur leur travail. Alors, tu travailles comment? Au crayon de papier, à la gouache? Quels sont les outils que tu utilises? L'électronique, l'informatique, bien sûr, mais comment ça s'organise tout ça? Parce que pour aller d'une production finie depuis le dessin ou l'idée initiale, il doit y avoir un long cheminement. Oui, alors c'est en général un petit peu la même méthode que j'ai sur tous mes boulots. C'est-à-dire que pour une phase de croquis et de recherche, pour commencer à concevoir les personnages et les compositions, etc., je travaille simplement avec un crayon sur un carnet de croquis. Et ça me permet de poser un petit peu les espaces et les idées, de structurer les idées. Et dans un deuxième temps, je vais scanner ce croquis et l'agencer, etc. et envoyer une image à faire valider en tant que croquis à la personne qui m'a commandé l'image, en l'occurrence la page 1. Et c'est à ce moment-là où les gens peuvent intervenir en disant bah, cet élément, est-ce que tu pourrais faire ci ou ça, ou voilà comment nous on l'imaginait. Dans le cas où il y a une suggestion, c'est le moment de l'intégrer, de dire ah bah tiens D'accord. finalement on va plutôt faire comme ci ou comme ça. Parce que bon, c'est pas à la fin que ça se fait, hein. Les retouches de cet ordre-là, c'est c'est un peu tard à la fin. Voilà. Et une fois qu'il y a eu une validation sur le croquis, ou après plusieurs croquis, parce que s'il y a des choses à modifier, je les modifie et j'envoie une nouvelle version. Dans ces cas-là, on passe à une mise en couleur et moi, je le fais sur informatique uniquement. D'accord, d'accord, d'accord. Alors ça amène la question, à une autre question encore. Alors après, c'est le temps de travail, parce que tout cela, ça amène une facturation. Mhm. Et j'imagine que les allers-retours, c'est quand même du travail complémentaire ou des fois supplémentaire si ça colle pas exactement. Donc, comment est-ce que un illustrateur ou une illustratrice se fait payer? Alors, en règle générale, on a un certain nombre d'allers-retours, de retouches qui sont compris dans la négociation initiale. C'est-à-dire que si les choses avancent normalement, bah, très bien. S'il y a besoin d'un petit peu de retouche, en général, moi je dis deux allers-retours. Donc deux allers-retours croquis, deux allers-retours de mise en couleur. Euh, Ça veut dire que par exemple pour les croquis, je serais amené au maximum, sans facturation supplémentaire, à proposer trois croquis différents successivement en intégrant les retouches demandées pour arriver à une version qui convienne à la personne. Et si jamais il y a vraiment des choses, ah, c'est pas satisfaisant à ce stade, on doit encore continuer à chercher, bah, c'est simplement rajouter. C'est simplement une négociation pour dire, bah, j'y ai passé tant de temps en plus, donc ça serait bien d'avoir une rallonge par rapport à ça. D'accord, ok. Et Voilà. tu te fais payer au temps de travail, au contrat ou à la superficie Comment ça se passe alors? Est-ce que c'est comme les auteurs? Les auteurs, c'est au nombre d'exemplaires vendus. Enfin, il doit y Ouais. avoir des pratiques différentes.
Alors, dans la plupart des cas, et en tous les cas, c'est ce que je préfère, je suis payée en droit d'auteur. C'est-à-dire que la plupart du temps, il y a une avance sur droit correspond globalement au nombre de jours passés sur un travail multiplié par un taux journalier. Attention, on est dans le glamour. Voilà. Et ça constitue l'avance sur droit et c'est ce qui me permet de passer ce temps-là à travailler. Et une fois que le livre ou le jeu est à la commercialisation, il y aura des ventes et un pourcentage sur ces ventes qui constituent les droits d'auteur. Et tant que l'avance sur droit n'a pas été remboursée, entre guillemets, je ne touche rien de plus. Et si jamais les ventes dépassent ce que j'avais touché initialement, je commence à être intéressée sur les ventes. Voilà. D'accord. Finalement, assez proche du mode de rémunération des auteurs. C'est ça. Sachant qu'il y a aussi un certain nombre de clients qui ne veulent pas avoir de système de droit d'auteur. Et dans ce cas-là, on fait une rémunération au forfait, mais c'est un petit peu différent. Voilà. Et ça pose des soucis dans certains cas avec le statut, parce que le statut droit d'auteur, c'est quand même assez particulier. Tu es en auto-entreprise ou sur une société, ou comment ça se passe? Je suis artiste-auteur, donc c'est une micro-entreprise, mais c'est une case spéciale prévue pour les gens qui touchent des droits d'auteur. Donc c'est assez... quand la case est présente, l'administration comprend. Parce que c'est prévu pour. Mais bon, c'est pas le cas sur tous les formulaires. C'est des fois un peu obscur. De moins en moins obscur, mais un peu quand même. Oui, ça l'a toujours été. Stéphanie, je ne te laisse même plus parler ni poser de questions. Une chose que tu adores pourtant. Moi, je dirais qu'on était très contents à la Fagira depuis quelques festivals de passer à faire des illustrations avec des illustrateurs et des illustratrices professionnelles. Et en plus d'en avoir choisi qui sont du monde ludique, je trouve ça magique. On retrouve la patte ludique à l'intérieur du travail qui est fait, ce petit côté familier pour les gamers. Et j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que toi, Christine, voilà, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu fais vraiment une affiche, voilà, comme celle-ci, pour un festival? Quelle est ta différence d'approche entre une affiche et peut-être une couverture de jeu ou un plateau de jeu qu'on te demande? Comment est-ce que tu vois de manière à la fois technique de travail et en même temps quel imaginaire tu mets dedans? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Parce que du coup, tu vas parler là à des gens qui vont venir sur un lieu pour jouer à toutes sortes de jeux complètement différents, du jeu de rôle, du jeu de plateau. Et quand c'est un jeu de plateau, bah, c'est vrai que c'est juste un jeu de plateau qui vise un public d'une certaine tranche d'âge, alors que là, c'est beaucoup plus riche en termes de public. Comment tu fais la différence? Alors, effectivement, quand j'illustre un jeu de société, en général, je connais la cible qui est visée, mais cette cible peut être plus ou moins large aussi selon les jeux. Donc, il y a des fois où il faut être plus... Enfin, on ne peut pas se contenter de dire ça va parler à la cible gamer core parce que ça, à moins d'être sur un jeu qui est vraiment qu'il ne faut pas destiner à quelqu'un d'autre, c'est dommage de se priver du reste des gens. Là, effectivement, c'est la première fois que j'avais quelque chose qui était aussi référentiel à faire. Donc, le fait de faire des clins d'œil des différents jeux, c'est pas des choses qu'on est amené à faire quand on illustre un jeu en particulier, ou alors ça pouvait être le cas, par exemple, sur le... Comment il s'appelle ce jeu avec, où il faut retrouver les deux trucs identiques de Tom Warchek. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, je crois. Ça me reviendra dans la conversation, mais voilà, ils avaient fait des éditions spéciales qui faisaient référence à des jeux au sein d'un même jeu. Bon, voilà, c'est des cas particuliers, mais quand on est sur une création, c'est pas quelque chose qu'on va énormément faire. Là, c'était vraiment l'idée de faire ces clins d'œil-là. Et dans le public visé, l'idée, c'était d'avoir au premier plan quelque chose de familial qui soit attirant avec des couleurs gaies et qui parle à un grand nombre de personnes. Et après, quand on s'approche, d'avoir ces références pour faire les clins d'œil aux gens. Voilà. Qui dit grand public dit enfant. Oui. La question qui est traditionnelle, c'est comment on devient illustratrice?
Comment on devient illustratrice? Parce que à partir du moment où tu as un talent dans le dessin, tu aurais pu faire dessinatrice de BD, par exemple, tu aurais pu faire, je ne sais pas, portraitiste, tas de choses. Alors comment est-ce que on arrive à être illustratrice, voilà, de jeux particulièrement, parce que la culture du jeu, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent dans notre société. Moi, Tout je à me fait. souviens du temps, parce que je suis un vieux Chibani, je me souviens du temps où on était mal vu, on nous accusait de tous les maux. Donc, voilà, le De jeu, c'était la dévoyer la perdition. jeunesse. Euh, Ça ne faisait pas rêver il y a 20 ans de devenir illustrateur de jeux. ouais, Maintenant, sans doute que oui. sans doute davantage. Alors, ça m'évoque plusieurs choses, ce que tu dis là. Alors, le... je vais cibler par rapport au cœur, à mon avis, de ta question. Moi, à la base, j'ai pendant longtemps travaillé dans le secteur du livre activité jeunesse, c'est-à-dire les livres de coloriage, de stickers adressés aux enfants. C'était pas forcément une passion personnelle ou parce que j'aimais ça particulièrement, mais j'avais probablement un style qui s'y prêtait bien. Et plus on en fait, plus on en a dans son book, donc plus c'est facile de convaincre des clients qu'on est capable d'en faire. Donc l'un entraîne dans l'autre. Et par rapport par ailleurs, j'étais joueuse, notamment à Lyon, bénévole chez moi, je m'en fous, je triche. Ah, Ce que je suis toujours, voilà, mais et à un moment, je me suis dit, bah, ça serait quand même bien que mes deux passions puissent se rencontrer. Parce que d'un côté, je dessine, de l'autre, je joue à des jeux de société, mais j'aimerais bien dessiner des jeux de société aussi. Et ça, c'est la rencontre, le fait de côtoyer des gens du milieu, et en l'occurrence des amis d'amis qui sont éditeurs, qui ont pu me permettre de faire mon premier jeu qui était Paper Tales. Mais voilà, c'est clairement, moi j'avais envie depuis un certain temps de travailler dans le jeu de société, mais j'avais pas eu forcément la passerelle qui m'avait permis de réellement le faire. Donc c'est aussi la rencontre. L'opportunité. L'opportunité et L'opportunité, le ouais, penchant personnel. c'est ça. ouais, D'accord. c'est vraiment comme de plonger, comme tu dis, dans ce qu'on aime faire, dans ce pourquoi on est doué. Et puis petit à petit, la sauce se prend. Oui, et puis c'est aussi le courage de l'éditeur qui, à un moment, fait le choix de proposer un essai, parce que évidemment au début il ne s'agit que d'un essai, mais de dire bah, tu n'as pas forcément dans ton book quelque chose qui en tant que tel on peut l'éditer parce que c'est pas le public qu'on vise nous, mais travaillons ensemble pour voir si on peut le faire. Et alors, je pense que ça se rapproche en japonais, c'est l'ikigai, c'est ça? Ou quand tout Oui, se rejoint là? C'est-à-dire que oui. tout se regroupe, à la fois la sphère qui va me rapporter de l'argent pour gagner ma vie, la sphère compétence, la sphère j'aime beaucoup le faire, voilà. Et ben j'avais pas pensé, enfin je connais l'ikigai et voilà, mais j'avais pas forcément fait le lien, et oui, effectivement il y a un petit peu Ce de que tu ça. viens de dire, c'était parfait. C'est mignon, j'aime bien l'idée. Et alors, en plus de tout ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu pourrais, tu m'as dit Xavier, pour des jeunes, soit des jeunes qui sont en âge de primaire, de collège, ou qui sont déjà un peu plus avancés en âge, qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil ou euh, comme trip à suivre sur si jamais on imagine travailler un jour dans le monde de l'illustration? Parce que il a raison, Xavier. Les jeunes ont beaucoup envie de s'investir dans le côté créatif, dans le côté artistique, quand c'est une fibre qu'ils ont en eux, mais ils n'arrivent pas toujours à trouver dans le monde actuel les billes pour savoir comment se diriger, parce que finalement, le côté créatif, on le met en avant chez quelqu'un qui est déjà fini, je dirais, qui a déjà un travail mature à montrer. Et on ne montre pas tout le côté en amont, comme tu disais, d'avoir été d'abord dans un monde de joueurs, de gamers, etc. Alors, moi, j'ai commencé à dessiner sérieusement uniquement au moment de mes études. Donc, clairement, au moment où je me suis lancée dans l'hypothèse de peut-être une professionnalisation, j'étais clairement pas finie. Et j'étais pas très commencée non plus parce que j'avais un niveau de dessin qui était très très bas à ce stade-là. Mais bon, j'aimais bien dessiner et mes parents ont eu la gentillesse de croire suffisamment en moi pour me dire bah essaye. Voilà. Et finalement, ça a plutôt pas mal payé. Euh, mais évidemment que c'est du travail, évidemment qu'il faut se former, que c'est long, que c'est pas parce que on n'est pas professionnel qu'on n'est pas bon.
Et c'est pas parce il y a des gens qui potentiellement n'arriveront jamais à en vivre et qui ont des qualités néanmoins. Je suis pas convaincue que la professionnalisation ce soit forcément un but, parce que ça demande des compétences, oui, mais ça demande aussi une certaine force de caractère, notamment dans le fait d'avoir un travail non salarié, qui est évidemment une inquiétude régulière, et enfin c'est pas quelque chose de simple. Et il y a des gens qui peuvent être très bons et faire des très bonnes images, et pour autant ne pas être fait pour ce type de vie-là. Donc pour moi, c'est relativement décorrélé. Et de la même façon, il y a probablement des gens qui arrivent à en vivre et qui font des choses qui ne sont pas très intéressantes. Et c'est bien aussi, c'est pas grave. Voilà, c'est juste qu'on juge pas, enfin, je juge pas là-dessus nécessairement la qualité d'un travail fait ou pas. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent, mais pas assez pour bien en vivre. C'est-à-dire que être édité, c'est quelque chose qui est relativement faisable. Être édité suffisamment pour en dégager un revenu qui permet d'en vivre, c'est pas quelque chose d'évident. Il y a beaucoup de dessinateurs qui sont sur des demi-salaires, on va dire. Voilà. Enfin, c'est pas des salaires. Mais... Oui, donc finalement, l'histoire du demi-salaire, c'est intéressant. Ça peut être une option de se dire, pour ceux qui sont intéressés, de commencer par un demi-salaire tout en ayant un métier à côté. Ça peut aussi, oui. Ça peut être aussi... il y a beaucoup de gens qui commencent comme ça, de toute façon. Moi, j'ai toujours été freelance, donc j'ai pas eu l'occasion de connaître ni de mi-temps freelance, mi-temps salarié, que ce soit des jobs alimentaires ou pas. Mais il y a aussi des gens qui commencent leur carrière simplement en étant en agence, etc., et qui se lancent en freelance après avoir acquis un certain réseau. Et évidemment, c'est plus simple à ce stade, et on a plus de métiers quelques années après être sorti d'école que quand on sort tout frais de l'œuf et qu'on n'a pas encore les réflexes de qu'est-ce que c'est une facturation, qu'est-ce que c'est provisionner ses charges. Voilà. Encore des choses assez sympas dont je parle, ça fait rêver. On aura un bon équivalent avec son interview. C'est Alexandre Droit, qui est auteur de jeux lyonnais et qui, dans nos events, a prévu un live pour répondre aux questions, justement, soit des familles, mais comment est-ce que le jeu arrive jusqu'à chez moi, comment est-ce qu'il a été fabriqué, par quoi vous êtes passé, soit pour effectivement les auteurs ou les personnes qui créent des protos, pour leur donner des conseils sur comment faire un contrat, etc. Voilà. Donc, le pendant de tout ça avec Alexandre Droit également. Allez, à toi Xavier, c'est ton tour. Non, bah écoute, moi je n'ai plus grand-chose comme question à poser, ou alors ça nous amènerait des heures et des heures de conversation. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions en tout cas, et puis eh bien, j'espère que ça donnera envie à pas mal de jeunes d'aller revoir un petit peu de ce côté-là, puis de nous illustrer des jeux, parce que les jeux, l'illustration, c'est quand même une grande part de la réussite du jeu. Hein, parce que combien de fois j'ai vu des auteurs de jeux qui présentaient des maquettes, des protos qui étaient hideux, et ben, on n'a pas envie de jouer dans ces cas-là. Donc oui, c'est bien d'avoir des personnes qui connaissent le métier et puis qui vont pouvoir, au pied levé comme ça, en partenariat avec l'éditeur, l'auteur, discuter et puis faire rêver les gens, parce que c'est ça, c'est du rêve. Voilà. Bon, bah, alors c'est une belle conclusion du coup. Oui, bah oui, c'était joli. Oui. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura plein d'autres possibilités de faire des dédicaces dans les événements, parce que là, on l'avait lancé en essai pour les rencontres ludiques. Christine avait été l'une des premières à nous dire oui, justement, pour venir dédicacer son affiche sur place. On avait d'autres auteurs et illustrateurs, dont Alexandre Droit et plusieurs autres noms dont on mettra la liste, qui étaient prévus de venir, soit, comme tu as dit Christine, par les maisons d'édition, soit parce que nous, au niveau de notre association Fagira, on leur proposait de venir aux rencontres ludiques pour dédicacer. On allait leur prévoir un emplacement pour ça. Et c'est vrai que tout le monde était content, tout le monde était ravi. Voilà. Mais ça se fera. Oui. Bon, et bien alors, je vais stopper l'enregistrement et puis nous allons pouvoir nous quitter. Donc, merci Christine. Merci beaucoup à vous. Bah, j'espère que tu pourras continuer de nous faire encore rêver longtemps avec tes illustrations. Merci beaucoup. Merci, et puis au plaisir de se croiser sur un festival ou un salon. Avec plaisir. Ah bah sûrement Octogone. Il y aura certainement, j'y serai en tout cas. Si le grand méchant Covid ne veut pas de moi avant.
On se donne tous rendez-vous à Octogone alors. Voilà. Octobre, D'accord. octobre, et puis ensuite rencontre ludique le 12 et 13 décembre. Voilà. Eh Eh bien, bien, à très bientôt alors, mesdames. au revoir. À bientôt, Au merci revoir. beaucoup. Au revoir.